Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Questions Éco. Et au menu de votre émission ce soir, une rétrospective de l'économie mondiale en 2020. Une année marquée par une des plus graves crises sanitaires qui a entraîné une récession planétaire, car à cause de cette pandémie, le PIB mondial devrait se contracter de 4,4%, en tout cas selon les prévisions du Fonds monétaire international. Au nord comme au sud, dans les pays développés ou encore émergents, la Covid-19 a chamboulé les prédictions des économistes les plus aguerris. Des mécanismes de relance à coût de milliards de dollars sont annoncés ici et là. Et ce soir, nous ferons le point sur l'économie mondiale ainsi que celle de notre continent. Pour autant, quelques rares bonnes nouvelles ont eu lieu ou devraient avoir lieu en 2021. Décryptage donc de la situation en Afrique subsaharienne et dans le monde en compagnie de l'éditorialiste, consultant et auteur également, président directeur général du groupe Guépard, Abdelmalek Alaoui. Bienvenue à tous. Mais avant, retour sur les chiffres les plus marquants de l'année 2020 en compagnie de Hala Ben Ali. Après des mois de janvier et février plutôt calmes, Wall Street s'est brusquement effondré en mars, effet immédiat de la pandémie. Les grands indices new-yorkais ont pris l'eau. Le 16 mars, le Dow Jones affichant moins 13%, la pire séance de son histoire après le crash boursier d'octobre 87. Cette dégringolade a fait virer Wall Street mi-mars en bear market, un terme du jargon boursier caractérisant une chute de plus de 20% par rapport au dernier record. Dans ses nouvelles prévisions publiées le 1er décembre, l'Organisation de coopération et de développement économique envisage une chute du PIB mondial variant entre 4,2 et 4,4% et une récession de 7,5% pour la zone euro en 2020. Pour ce qui est de la dette mondiale, le niveau d'endettement dans le monde ne cesse de grimper. Après un record à 322% du PIB fin 2019, la dette mondiale devrait atteindre 277 000 milliards de dollars fin 2020, soit 365% du PIB, selon l'Institute of International Finance. Autre moment fort qui a marqué l'économie mondiale, la destruction massive des emplois. Plusieurs employeurs ont dû remercier leurs employés ou dans le meilleur des cas les envoyer en télétravail ou les solliciter en temps partiel. Le Covid-19 a supprimé à lui seul cette année quelques 81 millions d'emplois. L'année 2020 aurait été pénible pour beaucoup de monde, y compris les marchands d'or noir. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la consommation mondiale quotidienne aurait baissé de 8,8 millions de barils par rapport à l'année 2019, soit une chute de près de 10%. Côté activité économique, plusieurs secteurs ont été meurtris par ailleurs durant cette année pandémique. Il s'agit principalement du transport aérien qui a perdu quelques 118 milliards de dollars cette année et dont l'activité a plongé de 60%. Le trafic aérien mondial est tombé, lui, à 1,8 milliard de passagers cette année contre 4,5 milliards l'année dernière. Enfin, en ce qui concerne les relations internationales, l'année 2020 se souviendra de l'apaisement de la rivalité commerciale entre les États-Unis et la Chine avec la signature à la mi-janvier d'un nouveau traité économique qui tombera à l'eau à cause de la crise sanitaire qui réattisera les tensions entre les deux puissances mondiales. La note optimiste reste d'après les observateurs celle de l'OCDE qui prévoit un rebond du PIB de 4,2% en 2021 et de 3,7% en 2022. Pour débuter 2021 sur un bon pied, l'Union européenne propose un plan Marshall XXL débloquant 3 200 milliards d'euros. Les États-Unis ne sont pas en reste. Le plan d'aide cumulé pour relancer l'économie outre-Atlantique s'élève à 3 100 milliards de dollars. Et j'ai le plaisir d'accueillir depuis Rabat Abdelmalek Alaoui, président directeur général du groupe Guépard. Bonsoir Abdelmalek Alaoui et merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Avant de parler de l'effet Covid-19 sur l'économie mondiale, parlons de la conjoncture mondiale avant l'avènement de cette pandémie. Que pouvez-vous nous dire là-dessus, Abdelmalek Alaoui ? Alors, avant l'arrivée de la pandémie, nous avions déjà un monde au bord du précipice en matière de doctrine et de modèle économique et social. C'était un monde très polarisé avec une montée des tensions entre l'Est et l'Ouest, une guerre commerciale très forte entre l'Amérique de Trump et la Chine, mais également caractérisée par une montée des populismes un peu partout en Europe. Donc il y avait déjà tous les ingrédients
pour que, disons, une crise d'ampleur puisse éclater au sein de la planète. Tout ça parce que les leçons de la grande crise financière de 2008, notamment en matière de transition environnementale, en matière de surexploitation des ressources, et fait ultime en termes d'avoir cassé la barrière entre les animaux et les êtres humains, ont été le terreau fertile pour que cette crise puisse éclater. Alors, la crise Covid-19 éclate. Bon, au nord comme au sud, est-ce que les deux sphères, n'est-ce pas, de notre planète ont finalement vécu cette crise de la même manière, selon vous? Elles l'ont vécu de manière extrêmement différente. Au nord, on a d'abord une composante démographique qui est très importante, à savoir des populations beaucoup plus âgées, et au sud, un dividende démographique beaucoup plus important. Donc, c'est pas un hasard que ce soit l'Europe, qui est un continent avec un troisième âge très important, qui a été frappé de plein fouet par la pandémie. Et paradoxalement, le Nord a des ressources sanitaires et des équipements hospitaliers beaucoup plus avancés. Au Sud, on a remarqué, maintenant qu'on a suffisamment de recul, qu'il y a eu moins d'impact du fait notamment de la jeunesse de la population. Mais je dirais que de manière globale, le monde, qu'on soit au Nord, au Sud, à l'Est, à l'Ouest, quelle que soit notre situation géographique, nous avons collectivement été comme un patient auquel on a annoncé sa mort prochaine, et on est passé par les 5 étapes de Kubler-Ross. C'est-à-dire on a démarré par le déni. Rappelez-vous, en mars, on disait c'est une grippe, ça va passer très rapidement. Ensuite, il y a eu les confinements, donc il y a eu la colère. On a eu pendant l'été un espèce de marchandage avec le stop and go un peu partout dans le monde, des gens qui repartaient à la plage, qui recommençaient à consommer. Et puis, deuxième, troisième confinement dans certains cas, c'est la phase de dépression. Je pense qu'on est encore dedans, qu'on ne sait pas exactement quelles vont être les prochaines étapes. Il y a un immense espoir, évidemment, sur l'arrivée prochaine du vaccin. Ce qui est vraiment marquant, c'est qu'entre le premier et le deuxième confinement mondial, il y a un changement de perspective complet. En avril et en mai, on disait on va changer le monde, plus jamais ça. Et actuellement, en novembre-décembre, tout le monde dit est-ce qu'on peut retourner à l'ancien monde, s'il vous plaît ? Là, c'est intéressant que vous disiez que à l'est comme à l'ouest, eh bien, le monde a souffert de la même manière de cette crise Covid-19. Mais pour certains, eh bien, la Chine s'en sort plutôt bien ou s'en sort mieux que d'autres pays. Alors, je pense s'il y a une leçon à tirer, c'est les bénéfices qu'a la Chine de son système politique en matière de réaction rapide. Il faut d'abord se rappeler que le confinement qui a été mis en place en Chine était un confinement autrement plus drastique. Les gens n'avaient pas le droit de sortir de chez eux, on leur livrait les provisions à domicile. Il y a eu le traçage électronique qui pose un certain nombre de questions sur les libertés individuelles partout dans le monde, mais qui en Chine a été très rapidement mis en place et qui a permis de tester, d'isoler et de mettre les populations qui sont à risque très rapidement en dehors de toute possibilité de contact. C'est évidemment la verticalité de cet État-nation qui compte 1,5 milliard d'âmes qui lui a servi pour pouvoir faire une reprise très 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 rapide. Ça n'est pas possible dans beaucoup d'autres pays pour des considérations à la fois de gouvernance, mais également des considérations techniques, et puis le poids des opinions publiques qui étaient, comme je l'ai rappelé, avant même que le coronavirus n'arrive, extrêmement polarisées, extrêmement présentes sur les réseaux sociaux et qui mettent une pression de plus en plus intense sur leur gouvernement. On est en train de voir des images là des États-Unis, la première puissance mondiale, atterrée littéralement par cette crise Covid-19. Et puis l'économie américaine qui se métamorphose en quelques mois seulement après avoir enregistré des chiffres de croissance extraordinaires, notamment en termes d'emploi, et qui se retrouve aujourd'hui avec des millions Finalement, la Chine s'en sort nettement mieux que les États-Unis, Abdelmalek Alaoui. Alors, elle s'en sort mieux pour deux raisons qui sont des raisons structurelles. D'abord, la Chine est l'usine du monde. Donc, le reste des économies mondiales dépend de la bonne santé industrielle de la Chine et de sa capacité à pouvoir livrer des matériaux qui sont essentiels dans notre vie de tous les jours. Dans la conversation que nous avons aujourd'hui, on peut parier que 90% des composants électroniques qui sont utilisés pour que nous puissions avoir cette liaison ont été soit fabriqués, soit assemblés en Chine. Et c'est précisément
ce qui va être la cause de cette dépressurisation très importante de l'économie américaine, c'est qu'il y a une très forte dépendance à la fabrication chinoise, aux chaînes de valeur qui sont très centralisées en Asie du Sud-Est, et que l'Amérique n'a pas réussi à complètement réduire cette dépendance vis-à-vis de la Chine. C'est un des terreaux de la guerre commerciale qui se menait. Et puis, il y a un deuxième élément structurel, c'est que les États-Unis, malgré les efforts d'un certain nombre de présidents, pour la plupart démocrates, n'a pas un système de protection sociale qui permet d'avoir un coussin qui permette d'amortir le choc. Comme vous le savez, on peut licencier très rapidement aux États-Unis, il n'y a pas les mêmes protections au niveau du droit du travail, et donc cette agilité qui a souvent été leur force et qui permet à des entreprises de réduire très rapidement leur taille ou de s'étendre beaucoup plus rapidement est devenue leur faiblesse absolument fondamentale. Et peut-être que cela risque de changer. En tout cas, on ne sait pas, n'est-ce pas, Abdelmalek Alaoui? Vous avez évoqué tout à l'heure la chaîne de valeur mondiale. Est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup de voix se sont élevées au tout début de la crise pour dire oui, le monde de demain, ce sera une chaîne de valeur mondiale où il y a disruptive, où tout ce qu'on connaissait du commerce international va changer après la Covid-19. Qu'en dites-vous? Alors moi, je resterai assez prudent parce que vous savez, le commerce mondial, c'est un petit peu comme un énorme paquebot de croisière. Quand vous essayez vous pouvez pas lui faire un virage à 180 degrés ou à 90 degrés. Lorsque vous êtes dépendant de très grandes unités industrielles qui sont en Asie du Sud-Est, vous pouvez pas les mettre sur des roulettes et les envoyer. On n'est pas dans Astérix et Obélix. On n'a pas la potion magique pour pouvoir transplanter toutes les usines ailleurs. Donc il y aura vraisemblablement une reconfiguration de ces chaînes de valeur mondiales. Il y aura une modification du commerce, et ça, on l'a senti très tôt, parce que dès les débuts du corona, il y avait beaucoup de tensions autour de l'OMC, de la légitimité de l'OMC pour réguler le commerce mondial. Il y a en plus le Brexit, qui est un cas d'école d'un divorce qui était consubstantiel de la relation européenne avec l'Atlantique, puisque l'Angleterre, c'est à la fois un pays européen, mais aussi un pays qui est très lié à l'Amérique. Donc tous ces éléments-là sont en train de bouger. Je pense qu'il faut être très prudent. Beaucoup d'économistes, beaucoup d'experts affirment qu'on va avoir un déplacement du centre de gravité des chaînes de valeur mondiales, mais il faut aussi également expliquer que ce déplacement va venir avec un coût, et donc très vraisemblablement un certain nombre de biens, de produits vont être plus chers pour le consommateur. Or, avec un taux de chômage qui augmente, on a une baisse du pouvoir d'achat. Donc c'est une équation, c'est un trilemme, c'est même pas un dilemme, c'est un trilemme. Il y a 3 dimensions à ce problème, avec une équation quasi insoluble. Comment continuer à produire moins cher sans être en Asie, comment faire payer plus cher aux consommateurs alors qu'on a de plus en plus de chômeurs, comment mieux récolter l'impôt alors qu'on a une baisse des PIB. J'aimerais pas être dans les chaussures d'un certain nombre de ministres des Finances ou de gouverneurs de banques centrales. Certainement. Enfin, en tout cas, ils ont certainement des jours très difficiles devant eux. Pourquoi, selon vous, certains secteurs se sont mieux portés que d'autres pendant cette crise et pourraient même, après la crise, être en pleine forme finalement? En pleine forme, je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est que les secteurs absolument vitaux pour pouvoir poursuivre une activité économique, mais également une activité humaine et sociale, telle les télécoms, ce qui nous permet d'échanger, de converser, de continuer à travailler, sont des secteurs qui n'ont pas connu ce choc de la pandémie sur leur activité. Cependant, c'est des secteurs qui ont été mis sous une pression immense, notamment au niveau des réseaux, de la capacité des réseaux à pouvoir absorber ce surplus de voix, ce surplus de data. Et donc, ces secteurs-là se sont évidemment portés mieux. Le secteur de la grande distribution, parce que les gens, fallait bien qu'ils continuent à manger et qu'ils continuent à se nourrir. Donc, c'est un secteur qui a continué à fonctionner. Mais les secteurs du retail on en pris plein la figure. D'autres secteurs également sont en très grande difficulté, que ce soit dans l'hospitalité. En réalité, si on doit résumer les choses, c'est qu'on est en train de payer le prix de l'hyperconcentration urbaine de l'économie au cours des 20 dernières années, couplée à la libre circulation des biens et des personnes qui a explosé. Les gens pouvaient voyager beaucoup plus facilement, avec l'arrivée des vols low cost, pouvaient se déplacer de l'autre côté du monde pour une somme beaucoup moins importante. Tout ça, ça a fait circuler le virus. En réalité, le virus n'a été que
il a agi comme une chambre noire à une photographie. Il n'a fait que dévoiler nos défauts encore plus et puis exacerber un petit peu les qualités. Est-ce que vous pensez que le secteur financier, parce que vous n'avez pas évoqué ce secteur-là, ce secteur financier, après cette crise de Covid-19, mais surtout, parce que vous le disiez au tout début de cette entrevue avec le Malka Alaoui, le secteur, ou en tout cas, on n'a pas appris les bonnes leçons de la crise financière de 2008. Comment se porte aujourd'hui le secteur financier après le passage de la Covid-19 ? Mondial, bien sûr, le secteur financier mondial. Alors, je pense qu'il y a un élément essentiel dont il faut se rappeler, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où absolument toutes les règles prudentielles qui régissaient notre monde d'avant en matière de taux de gearing de la dette, c'est-à-dire de notre capacité à nous endetter par rapport à ce que nous produisons comme richesse, ont explosé. Les digues ont sauté. Les pays qui ont des tissus industriels et des tissus productifs extrêmement denses ont eu des banques centrales qui ont pu intervenir pour faire de la création monétaire. C'est de l'argent magique. C'est qu'on est en train de faire un pari sur l'avenir en se disant les acteurs vont être en capacité de rembourser. Donc on a tiré sur absolument tous les paramètres, sur la longueur des temps de crédit, sur les crédits de trésorerie, sur la capacité à pouvoir soutenir les uns les autres. Mais nous sommes dans une situation inédite. On pense du côté des économistes que ces hélicoptères monétaires, pour utiliser le terme consacré, peuvent fonctionner parce que c'est ce qui a fonctionné lors de la crise de 2008. Mais rien ne nous dit que nous ne serons pas demain confrontés du fait que cette digue entre l'animal et l'homme est sautée en matière de virus, que l'on ne soit pas dans un monde d'après, mais que l'on soit dans un monde d'avec, où l'on doit vivre avec la survenance d'autres pandémies ou d'autres risques sanitaires importants qui risquent de paralyser pendant un certain temps l'économie mondiale. On ne peut pas parler de dette, ou d'Afrique d'ailleurs, sans parler de dette ou vice-versa. Est-ce que vous pensez que cette crise pourrait alourdir la capacité, ou en tout cas peut-être rendre les choses un peu plus difficiles pour les pays africains déjà lourdement endettés pour peut-être rembourser leurs dettes et voire même s'endetter davantage pour répondre aux urgences qu'implique et qu'impose cette crise Covid-19 ? Alors, en matière de dette, on ne peut jamais raisonner en termes absolus. On est toujours obligé de parler en termes relatifs. Il faut le rappeler, c'est une ancienne, mais le Japon est endetté à hauteur de 250% de son PIB et l'Espagne a connu une crise absolument phénoménale alors qu'elle n'était qu'à 70% d'endettement, de taux d'endettement. L'Afrique, en moyenne, est raisonnablement endettée vis-à-vis de son PIB, de sa capacité à pouvoir créer de la valeur. Le vrai sujet, c'est est-ce que la dette additionnelle qui va être contractée par les pays africains, qui est majoritairement de la dette qui est contractée auprès des institutions de Washington, que sont le FMI, la Banque mondiale, mais également une grande partie qui est auprès de prêteurs privés. Il faut rappeler que depuis 2016, les courbes de qui détient la dette africaine se sont croisées. Désormais, il y a plus de prêteurs privés que de prêteurs publics. Et la Chine, Abdel Malka Alaoui aussi, grand prêteur du continent. La Chine, c'est quand même un cas à part parce que généralement, les financements qui sont accordés par la Chine sont accordés à des entreprises chinoises qui vont faire de grands travaux d'infrastructure. Donc, les Chinois, il est rare qu'ils vous donnent de l'aide au développement qui soit non conditionnée. C'est généralement adossé à de l'investissement chinois, à des entreprises chinoises qui essayent de se mettre en place. On a tous en tête cette fameuse Chinese Diplomacy Stadium, c'est-à-dire qu'ils ont mis des stades un peu partout qui ont été les stades de l'amitié entre l'Afrique et la Chine. C'est leur manière de faire. Maintenant, aujourd'hui, le plus urgent pour les pays africains qui ne peuvent pas avoir recours à de la création monétaire massive telle que l'a fait par exemple la Banque centrale européenne, c'est la qualité des projets d'après. Et la qualité de ces projets en matière de retour sur investissement, en matière d'épandage des différents projets, et comment est-ce que l'Afrique va articuler ces différentes priorités. Évidemment, accès à l'énergie, accès à l'eau, infrastructure, digitale et puis éducation, qui est un investissement immatériel, mais qui est un investissement absolument fondamental si on veut que le continent puisse porter son développement au niveau supérieur. Est-ce que vous pensez que les pays africains qui enregistraient des taux de croissance à 2 chiffres pourraient reprendre cette cadence
en 2021, peut-être en 2022. Bien sûr, très difficile tant qu'on manque encore de visibilité. Mais selon vous, est-ce que l'Afrique va redresser son économie plus facilement que de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'Atlantique? Alors, là aussi, il ne faut pas raisonner en termes absolus, mais en termes relatifs. Si vous faites plus 14% de PIB l'an prochain, c'est tout à fait envisageable, mais il faut savoir que vous avez déjà perdu 10 points de PIB avant, que votre économie s'est contractée. Donc oui, on peut assister à des taux de croissance qui sont des taux de croissance à 2 chiffres dans un certain nombre de pays africains. Je ne pense pas dès 2021, parce qu'il faut quand même que l'organisation, la dissémination du vaccin soit organisée afin de pouvoir atteindre l'immunité collective. Donc peut-être à partir plutôt, je dirais, de 2022, 2023, c'est là où nous pourrions avoir un redémarrage plus substantiel des économies africaines. Mais je pense que beaucoup de dirigeants sont extrêmement conscients du fait que les ressources supplémentaires qui leur ont été allouées lors de circonstances extraordinaires doivent aller vers des projets qui seront rentables, qui permettront de réduire la pression sociale, qui permettront de créer plus d'emplois de qualité pour les jeunes. Le cas échéant, nous pourrions être face à une crise sans précédent, qu'elle soit migratoire, qu'elle soit climatique. Donc il y a véritablement un sentiment d'urgence permanent qui doit habiter en ce moment les dirigeants africains, mais également les autres dirigeants du monde. Oui, bien sûr, il faut également régler cette question de l'emploi, Abdelmalek Alaoui, mais on a un constat aujourd'hui que toute cette sphère, n'est-ce pas, de la ressource humaine aujourd'hui est en pleine métamorphose. Est-ce que vous pensez qu'il y a des métiers qui risquent de disparaître demain, d'autres qui émergent de manière fulgurante de partout dans le monde, et est-ce qu'on est à même de suivre cette transition très rapide dans notre continent? Vous avez parlé de formation en l'occurrence. Est-ce qu'aujourd'hui on pourra prendre ce virage? Alors, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que l'outil académique de formation et même d'éducation que nous avons sur le continent a besoin d'un saut de grenouille, il a besoin d'un leapfrog, il a besoin de rentrer dans la révolution digitale, il a besoin de pouvoir mettre en phase le taux d'employabilité avec les talents digitaux, à savoir que les gens qui sortent des universités, des écoles privées et qui sont dans le domaine des nouvelles technologies doivent pouvoir trouver des emplois de qualité dans la 4e révolution industrielle, pour faire court, même si ce terme n'était pas forcément adapté. C'est un défi qui est énorme parce que la première tentation aujourd'hui des opérateurs de la relance, des ministres des Finances, c'est de dire il nous faut des travaux d'infrastructure parce qu'il faut qu'on puisse employer du monde et les externalités positives de ces travaux d'infrastructure vont forcément être moins importantes que celles des travaux qui ont été faits avant. Exemple très simple, si vous rajoutez aujourd'hui des kilomètres d'autoroute dans des zones très enclavées dans lesquelles il n'y a pas d'activité économique importante, bah vous créez moins de valeur que si vous le faites entre deux pôles urbains très importants ou de grandes villes urbaines. Donc en Afrique, ça va véritablement être un défi, d'autant plus que l'Afrique, elle est exportatrice de talents parce qu'il y a une vraie fuite des cerveaux et donc il y a besoin d'avoir un dialogue global, je dirais, avec les partenaires de l'Afrique et au premier rang desquels l'Europe, pour que puisse être mis en place une plateforme de co-création de valeur dans laquelle un dialogue apaisé mais franc puisse avoir lieu en disant écoutez, on a besoin que les talents d'Afrique puissent rester en Afrique et pour ça on a besoin d'investissements directs étrangers, mais on a besoin aussi de stimuler nos investissements dans le pays et donc tout cela a besoin je dirais, d'un dialogue tridimensionnel qu'il va être extrêmement compliqué d'articuler dans un monde sous tension budgétaire et sous tension économique et sociale. Autre tension et attente surtout, celle du vaccin. On terminera sur cette note, Abdelmalek Alaoui. Pensez-vous que le vaccin soit l'unique porte de sortie ou de relance ou de création de valeur, comme vous le disiez, et de recréation d'emplois, encore une fois? En tout cas, la chose sur laquelle s'accordent les scientifiques, et comme vous l'avez vu au cours des 10 derniers mois, il y a eu véritablement une fragmentation au niveau des scientifiques. Il y a eu des débats extrêmement houleux, extrêmement passionnés, je dirais, sur quelle est la bonne porte de sortie. Beaucoup de gouvernants eux-mêmes ont fait du trial and error. Ils ont essayé des stratégies, certaines ont fonctionné, d'autres n'ont pas fonctionné. Il y a eu évidemment beaucoup de discussions, de débats très polarisés, encore une fois, sur ce sujet-là.
Moi, je pense que la porte de sortie, c'est l'immunité collective. Alors, le vaccin, pardon, est évidemment un outil qui est absolument essentiel. Et je pense que les degrés de fiabilité qui ont été enregistrés par les essais, qui encore une fois ont été menés en des temps absolument records, sont des degrés de fiabilité qui tendraient à nous laisser espérer que l'on puisse, en 2021, procéder à une vaccination massive des populations. Mais la vraie porte de sortie, c'est de nous occuper de notre planète, de nous assurer que nous ne sommes pas en train de la surexploiter, de nous assurer que nous rétablissons une barrière entre les animaux et les hommes et que nous adressions des sujets de fond qui sont absolument essentiels, l'élevage en batterie, l'élevage intensif, la surexploitation des sols. C'est ça qui sera la véritable protection, beaucoup plus que le vaccin. Nous avons besoin de nous rendre compte d'une chose, c'est qu'on ne peut pas déménager le monde. On n'est pas en position aujourd'hui de prendre les 10 milliards d'humains qu'il y a sur la planète Terre et de les mettre sur Mars. Donc il serait bien qu'on se mette au travail pour essayer d'abord de restaurer le calme écologique dans notre planète. Absolument, cette question écologique est l'un des enseignements finalement aussi de cette crise Covid-19. Merci en tout cas Abdelmalek Alaoui d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée à tous.